Donc, maintenant qu'on a vu les enjeux de justement l'établissement de ce droit fiscal à l'échelle de l'Union européenne, on va voir un peu plus en détail les moyens. Donc, on a vu dans la capsule juste avant que on avait deux grands types de catégories d'harmonisation négative et positive. Positive, c'est une sorte d'harmonisation plus active en ce qu'on établit un régime fiscal propre à l'Union européenne au moyen de règlements, de directives, etc., etc. Donc de textes législatifs à proprement parler, et l'harmonisation négative de l'autre côté, où ça se fait au travers de la jurisprudence. Et maintenant, on va essayer de revenir un peu plus, d'aller un peu plus dans le détail de en quoi consiste chacune de ces harmonisations. Et donc, le premier point, je pense qu'on va faire donc l'harmonisation positive, c'est l'objectif de cette capsule. Et je pense que le premier point à rappeler, c'est bah, le principe de hiérarchie des normes. Alors, vous l'avez vu en licence, mais ça vaut quand même la peine d'être rappelé. Donc, on a le droit primaire, qui est le TUE, le TFUE et la Charte de droits fondamentaux. On a les conventions internationales qui s'appliquent également, toujours. Et on a le droit dérivé qui va ensuite euh, prendre place. Donc, on a concrètement des règlements, des directives et des décisions au sein de l'Union européenne. Il faut respecter pour chacune d'entre elles à chaque fois le principe d'attribution. Donc il faut, on en a déjà parlé dans la capsule juste avant, mais l'attribution, il faut que la compétence soit prévue par le règlement pour pouvoir prendre une décision en la matière. Le principe de subsidiarité, en vertu duquel l'Union européenne ne peut agir que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres. Et on a le principe de proportionnalité, ça c'est assez classique en la matière. Maintenant, les fondements de cette harmonisation positive en matière fiscale, bah, il y en a quelques-uns dans le TFUE. Et là, dans le cours, on en a étudié deux. C'est l'article 113 du TFUE et l'article 115 du TFUE. On va y venir rapidement. Alors, concrètement, l'article 113 du TFUE, il nous dit que le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accise et aux autres impôts indirects, dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Et donc là, on voit vraiment que cet article-là du TFUE, il fixe un cadre juridique à l'harmonisation. Et donc, on voit bien que c'est toutes les législations fiscales qui concernent les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accise et les autres impôts indirects. Donc là, on est en matière de fiscalité indirecte. Et donc là, on a deux types de procédures concrètement d'adoption de ces règles en matière fiscale. On a la procédure ordinaire. Donc, ce n'est pas le cas ici. Clairement, l'article nous dit que parle de procédure législative spéciale. Donc concrètement, pour rappel, la procédure législative ordinaire, c'est donc la commission qui a la possibilité de proposer un texte législatif. Pour qu'il soit adopté, il faut que le Parlement vote à la majorité simple de ses membres. Voilà, donc c'est assez simple ici. Mais là, on est dans la procédure législative spéciale et c'est un peu plus compliqué parce que donc la commission va proposer un texte et les ministres des Finances des États membres statuent à l'unanimité. Et donc le Parlement européen est simplement consulté, mais il ne participe pas à la codécision, ce qui reflète vraiment à quel point il y a des enjeux de souveraineté importants en matière de fiscalité et d'adoption des normes en matière fiscale. Il faut l'unanimité. Et je vais voir un peu plus, on va voir un peu plus après la portée de cette exigence d'unanimité. Mais avant ça, j'ai envie de parler de l'article 110 du TFUE, qui est important à mentionner ici quand même, et qui interdit aux États membres d'imposer des taxes internes discriminatoires qui favoriseraient les produits nationaux au détriment des produits importés. Donc là, c'est toujours le principe de bon fonctionnement du marché intérieur, de libre circulation, l'idée de vraiment avoir une législation fiscale euh, harmonisée en la matière. Donc on interdit d'imposer des taxes discriminatoires entre différents États membres. Voilà. L'article 115, lui, il vient toujours dans la continuité de l'article 113, j'ai envie de dire, parce qu'il nous dit que sans préjudice de l'article 114, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, on est toujours dans le cadre de la procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité social, économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Et donc là, c'est à peu près la même idée que l'article 113. La seule différence, c'est qu'on nous dit que l'impôt sur on parle d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et d'impôt direct affectant le marché intérieur. Mais donc, on voit bien l'idée de ces deux textes, quoi. C'est-à-dire que la procédure prévue par les fondements actuels du droit de l'Union européenne, c'est
c'est pas un transfert de compétences à proprement parler, puisqu'on nécessite, on exige une unanimité du vote des États membres pour adopter une disposition en matière fiscale. Et on voit vraiment qu'il peut y avoir des blocages, c'est-à-dire à partir du moment où un seul État membre ne veut pas adopter la mesure en matière fiscale, bah on est bloqué, quoi. Il se passe rien. Donc on peut juste rien faire. Et donc ça insiste sur ce que je disais en introduction par rapport aux exigences de souveraineté qu'il faut respecter. Et même si certains plaident pour remplacer l'unanimité par une majorité qualifiée pour certains domaines fiscaux. Voilà, je tenais à le mentionner. Mais donc on voit vraiment le problème ici de l'harmonisation positive et les limites de l'harmonisation positive et de législation fiscale de façon générale. C'est justement cette exigence d'unanimité. Voilà. Donc, les objectifs d'harmonisation, de l'harmonisation positive, pourquoi on fait ça? Je l'ai déjà mentionné rapidement, mais concrètement, c'est pour préserver la concurrence en assurant l'égalité entre les acteurs du marché et garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Assez classique. Donc, c'est en matière du droit de l'UE. L'objectif de l'Union européenne, de façon générale, c'est vraiment qu'il y ait un marché européen. Et pour que ce marché européen puisse fonctionner, il faut une égalité entre les différents acteurs. Donc, cette notion de marché européen, de bon fonctionnement du marché européen, elle a évolué avec le temps. Voilà, c'est important de le mentionner. Donc, vraiment, avec le traité de Rome, à l'origine, on avait une approche libérale du marché. Donc, on voulait complètement éliminer les entraves aux libertés de circulation et assurer que la concurrence ne soit pas faussée. Donc, on a fait vraiment un objectif libéral et de protection. Et avec le traité de Lisbonne, on était vraiment dans l'objectif d'une dimension sociale de l'économie. Et donc, on passe vraiment d'une vision libérale à une version sociale du marché, notamment en raison de l'augmentation des besoins de financement. Voilà, ce n'est pas très important dans le cas du cours, mais c'est important de mentionner cette évolution historique qui fait que les mécanismes fiscaux enfin de réglementation en matière fiscale ont également évolué. Voilà. Donc, les modalités de fonctionnement de l'harmonisation positive, bah, pour rappel ici, toujours du programme de licence, mais comment ça se passe concrètement par rapport à l'adoption d'une directive? Donc, les mesures qui figurent dans une directive, elles sont accompagnées, enfin, une directive est accompagnée de deux dates, donc sa date d'entrée en vigueur et un délai minimum de transposition en droit interne. Et donc, une fois la première date dépassée, donc c'est la date d'entrée en vigueur, si l'État si l'État ne l'a toujours pas transposée après la date d'entrée en vigueur, enfin, même s'il n'a pas transposé, il ne peut pas prendre de mesures en droit interne qui est contraire à cette directive ou qui limiterait ses effets à la deuxième date, donc la date maximum de délai d'entrée en vigueur, soit l'État a transposé la directive et dans ce cas-là, bah, c'est bon, bah, c'est invocable, on est bon, soit l'État n'a pas transposé la directive et dans ce cas-là, toujours ça c'est du droit administratif niveau L2, l'individu peut demander la reconnaissance de l'effet direct de la directive à condition qu'elle soit claire, précise et inconditionnelle. Voilà, voilà, donc on est face à un dispositif qui doit s'appliquer dans tous les cas de figure mais qui ne s'applique pas pareil dans l'ensemble des cas. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça, c'est un deuxième point que je voulais mentionner par rapport aux modalités de fonctionnement de l'harmonisation positive, c'est que bah, on peut aboutir à cause de cette réglementation et de toutes ces législations à deux types de discrimination. Donc, la discrimination dite normale, donc ça, c'est lorsqu'un État membre traite des situations européennes moins bien que les situations en droit interne, c'est-à-dire que un Italien a plus d'imposition, est plus imposé au titre de sa nationalité italienne parce qu'il est ressortissant italien qu'un Français en France. Donc ça, c'est une discrimination qui n'est pas tolérée, mais c'est une discrimination normale. Et on a les discriminations à rebours, et là, c'est l'inverse. Donc c'est lorsque le droit interne offre un traitement moins favorable aux situations purement nationales qu'aux situations couvertes par le droit européen. Et donc, c'est l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, c'est un Français qui serait moins bien traité qu'un autre ressortissant européen. Et donc, pourquoi c'est un problème et pourquoi j'en parle ici? C'est parce que bah, l'UE interdit, et ça c'est assez logique, mais de discriminer les autres États membres. Donc, un principe de non-discrimination. Mais l'UE n'interdit pas à proprement parler à un État membre de désavantager ses propres citoyens par rapport aux citoyens d'un autre pays de l'Union européenne. Et donc c'est un petit paradoxe parce que les Français peuvent être moins bien traités en France que d'autres Européens, au titre justement de l'interdiction de la discrimination normale par rapport à ces discriminations en rebours. Et on a deux jurisprudences que j'aimerais mentionner ici. Donc, la première, c'est la décision du Conseil constitutionnel du 3 février 2016 qui s'appelle Metro Holding et où le Conseil constitutionnel
avait jugé que les discriminations à rebours violent le principe d'égalité garanti par la DDHC au visa des articles 6 et 13, et donc elle était complètement interdite. Mais une décision de 2020 du Conseil constitutionnel du 3 avril 2020, une petite évolution en la matière, est venue nuancer la position et a dit que il a reconnu que l'objectif du législateur de se conformer au droit de l'Union européenne peut justifier certaines inégalités entre les situations nationales et intra-européennes. Donc avant 2020, prohibition complète de la discrimination normale qu'on a étudiée. Depuis 2020, le Conseil accepte des discriminations à rebours si elles sont nécessaires pour respecter le droit de l'Union européenne. Donc, je trouve que cette dynamique, elle est assez intéressante pour être mentionnée. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour l'harmonisation positive. Voilà.